le diagnostic et classement d'une hypermobilité pédiatrique. Ce nouveau diagnostic va annuler la possibilité qu'il y avait avant de faire un diagnostic CEL-H pour les enfants. Et il y a un groupe de travail qui a réfléchi dessus, en particulier à Rome, et qui a défini de nouveaux critères entre 5 ans et 18 ans. Donc pourquoi redéfinir des nouveaux critères? Les critères diagnostiques du CED-HSD sont définis par les critères de New York en 2017 et le PMDS en 2020. Et ces critères ne sont que cliniques en l'absence de biomarqueurs. Ces critères ont été définis pour les adultes, pas pour les enfants, et ces critères vont être revus vraisemblablement dans les 2 années à venir. Ces critères sont difficilement applicables aux enfants qui n'ont pas terminé leur maturité biologique. Donc, il faut redéfinir et définir un cadre plus souple pour que les enfants puissent changer de sous-type plus facilement en fonction des symptômes qui peuvent changer. Et puis, on évite ainsi un classement CED hypermobile qui emprisonne un enfant dans un diagnostic définitif alors que n'est éventuellement pas encore stable. Alors, 8 catégories de diagnostics possibles. Ça semble être une usine à gaz avec des sous-types d'hypermobilité articulaire généralisée, 4 sous-groupes, des sous-types de spectre de l'hypermobilité généralisée pédiatrique HSD. Voilà. Donc on va revenir là-dessus avec des critères qu'on va reprendre et qui, ça semble bigrement compliqué quand on voit ces premiers schémas, on se dit mais qu'est-ce que c'était plus simple avant. En fait, ça semble très compliqué et vous allez voir, on va essayer d'expliquer que c'est pas si difficile que ça. D'abord, il faut qu'il y ait une hypermobilité. Sinon, on ne part pas. Donc, il faut qu'il y ait un Beighton-Assis. Donc, déjà, d'un côté, il y a une hypermobilité généralisée parce qu'il y a un Beighton-Assis. Et puis après, il y a des troubles musculo-squelettiques ou pas. S'il y en a, c'est un HSD. S'il n'y en a pas, c'est une hypermobilité généralisée. Et puis après, est-ce qu'il existe des troubles cutanés? Est-ce qu'il existe des comorbidités? Et puis c'est tout ce qu'on a à faire. En fonction de ça, on a tout de suite, en fait, la catégorie et la sous-catégorie, le diagnostic est tout fait. On va reprendre chaque critère parce que ça vaut la peine un petit peu. D'abord, l'hypermobilité articulaire est faite avec le score de Beighton. Le score de Beighton, c'est hyper simple, tout le monde le connaît. L'auriculaire, le pouce qui touche, le récurvatum du coude, du genou et on met les mains par terre. Alors je vais développer un petit peu ce qui est quelque chose qui est presque le plus facile et qui peut poser beaucoup de problèmes. D'abord, un examen peut être différent un jour d'un autre en fonction de plein de choses. S'il fait froid, et les CED sont frileux, les HSD et CED sont frileux. S'il fait froid, voilà, il fait chaud pour l'examinateur, peut-être un peu frais pour l'examinateur, mais très froid pour le patient. Le fait d'aller tirer sur des articulations, ça peut être désagréable et le patient peut être un petit peu plus raide. Deuxièmement, c'est aussi l'ambiance psychologique. Si un patient est reçu avec un sourire, machin, etc., s'il n'a pas risqué aussi d'être en retard et s'être dépêché, comme on était reçu et tout, comment se passe, dans quel climat se passe cet examen? Eh bien, il y a
être plus relaxé ou être plus raide. Donc, il peut y avoir cet examen qui peut être un petit peu différent. Donc, d'un jour à l'autre, on peut avoir un examen différent. Et puis, il y a des choses comme le récurvatum. Le récurvatum, c'est quoi un récurvatum? Un récurvatum qui va au-delà de 10 degrés. C'est quoi? Alors, on l'estime comme ça, quand le récurvatum, on le voit là sur le schéma, et c'est évident, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et sinon, il y a quelque chose qui s'appelle un goniomètre. Et ce goniomètre, il est très utile pour mesurer les angles. Et moi, je ne le vois pas assez souvent dans les cabinets de consultation. Et on mesure ces angles, de savoir s'il y a 10 degrés ou il n'y a pas 10 degrés. Et en plus, on peut mettre sur son examen, voilà, je suis à 10 degrés de plus ou à 15. Un récurvatum qui est limite, eh bien, il y en a qui disent il n'y est pas, parce qu'ils ont peut-être envie qu'il n'y soit pas, et puis d'autres qui disent il y est, parce qu'ils ont envie qu'il y soit. Eh bien, ce goniomètre, il doit être dans tous les cabinets de consultation pour le CEP. Voilà pour un score de Beighton qui a l'air facile et qui peut être très compliqué. Quand on est à 90, il faut que ce soit plus de 90, qu'on soit relaxé, qu'on ne soit pas relaxé, et ben, on y arrive ou on n'y arrive pas. Toucher le pouce, souvent, moi je demande aux patients de le faire eux-mêmes, parce que je n'ai pas envie de leur faire mal, et puis ils savent en plus s'ils y arrivent ou pas, ils l'ont déjà testé. Voilà. Et puis, si un jeune patient vient et qu'il a fait les finales du baby-foot de sa région sud de sa ville, si toute la journée il a fait comme ça, il va peut-être pas être très souple le lendemain quand on va l'examiner. Donc, il se peut que d'un jour à l'autre, un examen Beighton qui normalement est facile à faire peut avoir varié. Donc, j'espère que tous les critères, ça va. Je ne veux pas le développer comme ça, parce qu'on ne va pas en finir. Les anomalies de la peau, ensuite, qui sont le deuxième critère. 6 caractéristiques à évaluer, qui sont les mêmes un petit peu pour les adultes, encore qu'il y ait une petite différence. Donc, une peau inhabituellement douce et ou veloutée. Deuxième critère, extensibilité légère de la peau. L'extensibilité dans le CED hypermobile et dans l'hyperlaxité articulaire. L'hyperextensibilité légère de la peau, c'est entre 1,5 cm, il faut qu'il y ait au moins 1,5 cm, et pas plus de 2,5 cm. Plus de 2,5 cm, c'est une autre pathologie qu'un CED-H. Là, on peut penser éventuellement à un CED-C classique, cutané, classique, C, ou bien à une autre maladie. Et les photos qu'on voit avec la peau qui s'étire comme ça, ce n'est pas un CED, elles devraient ne plus faire partie de ces photos qui sont caricaturales et qui sont fausses pour un CED. Donc, extensibilité légère de la peau, c'est entre 1,5 cm et 2,5 cm. Et lorsqu'il y a des rhumatos qui prennent la peau et qui disent ben non, elle n'est pas extensible, donc vous n'avez pas de CED, vous n'avez pas d'hypermobilité généralisée pour les enfants, eh bien, ça va bien, quoi. Qu'ils reviennent à la sémiologie précise, c'est entre 1,5 cm et 2,5 cm. On m'a enlevé mon image, c'est moi qui l'ai bougé. C'est le cas de hypermobile. Tu peux en profiter pour préciser les lieux. Les lieux d'hyperextensibilité. Ah. C'est revenu. Wow. Tu es une magicienne, Nathalie. Et moi, il ne faut pas que je touche à cette table. Je vais rester par là. L'extensibilité aussi de la peau, normalement, c'est sur la face interne. C'est pas, là, c'est un reflet, mais c'est sur la face interne. Et puis, il y a aussi cette peau en doigt de gant qui
qui vient comme un gant. Quand on tire comme ça, on voit comme s'il y avait un gant. Ça, c'est Graham qui l'avait mis au point et qui a travaillé énormément dans sa vie sur cette sensibilité de la peau. Des vergetures, donc, sans antécédent de prise ou de perte importante de la masse graisseuse. Cicatrisation atrophique, au moins un site, ce qui est différent de l'adulte. L'adulte, il faut qu'il y ait au moins 2 sites. Là, il y a seulement un site, mais cette cicatrice atrophique, ça ne doit pas être des cicatrices papyracées, comme on le voit dans le 7C, avec des dépôts d'hémosidérine. Les papules piézogéniques bilatérales des 2 talons et une hernie récurrente à plus d'un site. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins 3 de ces caractères positifs pour que ce critère 2 soit validé. Le critère 3, les complications musculo-squelettiques. 3 caractéristiques à évaluer. Une douleur épisodique liée à l'activité. Des luxations articulaires récurrentes ou des subluxations articulaires récurrentes, en l'absence de traumatisme, naturellement, et ou une subluxation franche qu'on voit à l'examen, des subluxations des fois au niveau des épaules, des choses comme ça, et qu'on constate au moment de l'examen. Et puis, des lésions des tissus mous, ou bien une déchirure majeure qui a nécessité une intervention, ou bien mineure, avec des problèmes de déchirure là beaucoup plus minimes, de tendons ou de ligaments, et il faut qu'il y en ait plusieurs. Donc il faut, pour valider ces complications musculo-squelettiques, il faut qu'il y ait au moins 2 éléments de ces 3 caractéristiques pour valider ce critère 3 des complications musculo-squelettiques. Les comorbidités à évoluer. Alors, la douleur primaire chronique. Donc, il faut qu'elle évolue depuis plus de 3 mois. La fatigue chronique avec le malaise post-effort. La fatigue chronique est rencontrée, c'est quelque chose de majeur. Et aux USA, la fatigue chronique est dénommée maladie d'intolérance systémique à l'effort. En France, on préfère le terme de encéphalomyélite myalgique, qui accompagne souvent les syndromes de fatigue chronique. Et il y a une définition de qui est très bien sur ce malaise post-effort, appelé aussi exacerbation des symptômes post-effort. Le malaise post-effort apparaît après une surcharge physique, mentale, sensorielle ou émotionnelle qui dépasse même de peu les caractéristiques du malade, du patient. Il peut être immédiat, ce malaise post-effort, mais souvent décalé de plusieurs heures à plusieurs jours après la surcharge. Sa durée varie de quelques heures à plusieurs jours, voire des semaines. Ce symptôme est très spécifique de la maladie. Donc, cette fatigue chronique avec le malaise post-effort est quelque chose qui est très bien défini, et on retrouve bien, quand on a l'habitude des patients saines, on retrouve bien ce malaise qui n'est pas que sur les choses physiques, mais aussi émotionnelles, et que ça n'a pas besoin d'être très important, c'est simplement, ça peut être minime, au-delà de ce que le patient sait bien, normalement, qu'il apprend à ne pas dépasser. Donc, douleur primaire, la fatigue chronique, des troubles gastro-intestinaux-fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les examens sont normaux, avec en particulier les troubles hémicies, les troubles intestinaux et coliques, et puis les troubles fonctionnels de la vessie, qui sont les incontinences, toutes les incontinences,
Et l'énurésie en fait partie aussi, et là on est chez les hommes. La dysautonomie primaire, donc le système autonome qui est perturbé, et que on retrouve là les éléments du POTS, du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, qui sont rentrés dans ces comorbidités. Et l'anxiété chez les jeunes qui peut amener une agitation, des difficultés de concentration, tension musculaire, une irritabilité en fait qui peut simuler des déficits de l'attention ou une hyperactivité ou être associé. Voilà, donc il faut éventuellement pouvoir faire cette différence entre le déficit de l'attention et l'hyperactivité avec cette anxiété généralisée. Pour ce critère 4 des comorbidités, il suffit qu'il y ait une seule caractéristique présente. Il faut naturellement éliminer des diagnostics différentiels, il faut exclure les types génétiquement définis du syndrome d'Ehlers-Danlos. On a vu déjà qu'on pouvait rencontrer des CED-C. Donc, à ce moment-là, il y a éventuellement une étude génétique. D'autres troubles héréditaires du tissu conjonctif, des affections syndromiques, syndrome Marfan, etc., des microdélétions chromosomiques, la dysplasie squelettique et les troubles neuromusculaires, des myopathies éventuelles. Les tests génétiques, là, le groupe de travail est très clair. Le groupe de travail pédiatrique du consortium ne recommande pas les tests génétiques sur tous les enfants atteints de troubles généralisés, d'hypermobilité généralisée chez les enfants de HSD ou de CELH quand ils ont plus de 18 ans. Ce groupe de travail indique que les médecins spécialistes peuvent être guidés en fonction de l'examen clinique qu'ils ont et s'ils décident ou non des tests génétiques parce qu'ils pensent à une autre maladie ou parce qu'ils ont des recherches génétiques à faire. Donc, CEDIN France a pu traduire tout ce que je vous ai dit avant et a proposé un outil qui est un petit questionnaire qui comporte 3 pages, 4 pages éventuellement, 3 pages, pour faire ce diagnostic et savoir dans quel sous-groupe on est. Donc, c'est simple, il y a cette première page où on voit le score de Beighton, puis est-ce qu'il existe des anomalies cutanées, et puis la deuxième page, est-ce qu'il existe des complications musculo-squelettiques que nous avons développées? Notons la présence de comorbidité. Et là, on a les résultats, s'il en faut, donc, 1 sur 6, 2 sur 3. Donc, on a les chiffres à mettre, on coche les éléments positifs, on compte, et ça fait 2 sur 3, ça fait 4 sur 6. Et puis, on exclut les autres diagnostics et on arrive après sur un dernier tableau. Est-ce qu'il y a une hypermobilité articulaire, c'est-à-dire un Beighton supérieur à 6? Est-ce qu'il existe des complications musculo-squelettiques? C'est le troisième parce que ça nous oriente vers les HSD ou pas. Et est-ce qu'il existe des signes cutanés et des comorbidités? Et donc, on coche ici sur les 4 cases et à ce moment-là, on a le diagnostic qui est posé en par exemple, une hypermobilité généralisée, donc il n'y a pas de trouble musculo-squelettique, donc c'est une hypermobilité articulaire avec signe cutané, du sang, avec comorbidité, du sang, avec signe cutané et comorbidité. Voilà. Donc, on a les 4 stades, comme ça, c'est facile. Puis ensuite, si c'est un HSD, c'est qu'il y a des troubles neuromusculaires, avec un Beighton à 6, avec des signes cutanés,
avec des comorbidités, avec des signes cutanés et des comorbidités. Et on a un sous-type, on a un diagnostic qui s'énonce de cette façon. Donc, en fait, c'est très simple. Ça, c'est des références biographiques. C'est très simple, je résume. Il y a un enfant qui arrive. Est-ce qu'il a une hypermobilité articulaire? Est-ce qu'il a un bêta-6? Ok. À ce moment-là, on va lui donner un sous-groupe. Est-ce qu'il a des troubles musculo-squelettiques? Non. Alors, ce ne sera pas un SED. Ça sera un trouble généralisé d'hypermobilité articulaire. Avec des troubles cutanés? Non. Avec des troubles des comorbidités? Oui ou non. Et à ce moment-là, ce sera un trouble généralisé avec trouble cutané, avec comorbidité ou pas ou non. Donc hyper simple, pareil pour les SED. Donc c'est hyper simple. Il y a une hypermobilité généralisée, il y a des signes musculo-squelettiques, très bien, avec trouble cutané, pas, avec comorbidité ou pas, ou avec les deux. Donc en fait, ce qui semble être une usine à gaz quand on voit au début, on se dit mais c'est quoi ce truc? En fait, est assez simple à faire. Et comme on fait un diagnostic de SED, on a là un petit guide, un questionnaire, on coche, on compte, et puis on voit, et puis on lit, on en conclut. Voilà. Eh bien, vous avez un SED avec systémique s'il y a des comorbidités, ou avec comorbidité et avec signes cutanés, et c'est tout. Donc, en fait, ça peut être très simple. Merci aussi, je remercie encore Marie-Élise Noël et son association, surtout elle qui a tout traduit, tout refait les tableaux. Moi, je n'avais rien eu à faire sinon d'exploiter le travail qu'elle avait fait. Les critiques de ces nouveaux critères. Alors, on fait des nouveaux critères pour les enfants, alors que les critères pour les adultes vont être modifiés dans 2 ans. Alors, peut-être qu'une fois les critères modifiés, peut-être que ça va modifier pour les enfants, ne serait-ce que pour le Bayton. On ne sait pas si le Bayton sera gardé en l'état. Parce que on voit bien que le score de Bayton, il y a 2, 4, il y a 2, 4, 6, il y a 6 points pour les mains uniquement. Alors que si on a déjà eu une pathologie sur une main, jusqu'où on peut... voilà, ça nous enlève déjà 3 points. Donc, on peut se demander si le Bayton restera en l'état, parce qu'il est critiquable. Le score de Bayton n'est ici... il n'est pas modifié, alors qu'on sait très bien que chez les enfants, il y a des rétractions des ischio-jambiers, qui sont les muscles derrière les cuisses, qui font que quand ils se penchent en avant, ils ont même du mal des fois à atteindre leurs genoux, alors qu'ils ont tous les autres signes qui sont positifs. Ils sont déjà à 8, et quand on leur demande de se pencher en avant, ils vont que aux genoux. Et ça, on le sait, ça arrive très souvent. Et par contre, ils vont avoir une facilité dans l'autre sens, c'est-à-dire de mettre les talons sur les fesses avec une facilité déconcertante. Donc, même le Bayton, il n'est pas adapté pour ces enfants. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de référence à un éventuel SAMA qui peut être associé de la même façon. Et là, il n'y a pas de référence. Voilà. Il n'y a pas non plus de référence génétique. C'est-à-dire quand on sait que il y a un enfant qui a ses 2 sœurs, sa mère, sa grand-mère qui a un SED, on ne va surtout pas lui dire qu'il en a un, alors qu'il a déjà HSD avec les comorbidités et les signes cutanés. C'est-à-dire que, à la limite, voilà, on fait ça, et le traitement, il sera en fonction non pas d'un diagnostic pur, mais en fonction effectivement de l'état clinique et de ce qui peut gêner. Donc, c'est pas parce qu'on a un diagnostic
qui est donné, qu'en fait le traitement n'est pas donné en fonction du diagnostic, il sera donné en fonction de l'examen clinique et de ce que le médecin va être amené à soigner ou pas. Donc, cet outil, ce questionnaire, eh ben, il est en fait très très facile. Les critères pour adultes ne convenaient effectivement pas. Ces nouveaux critères permettent de passer facilement d'un sous-groupe à un autre sous-groupe, et ça ne fixe pas un ZH à 12 ans pour la vie. Et puis, voilà, certains ZH, si on ne le propose pas, en tous les cas, on les suspecte devant la génétique, devant l'histoire familiale et devant un tableau de HSD avec troubles cutanés et avec comorbidité. Voilà ce que je voulais dire sur ce diagnostic qui est un composé de 5 ans. On ne peut pas faire un diagnostic avant 5 ans. Et puis, on considère que la maturité biologique, c'est 18 ans. On peut faire avant 18 ans si l'âge osseux, si l'examen clinique nous dit que la croissance est terminée à 17 ans ou 16 ans. Mais bon, voilà. En tous les cas, ça n'influe en rien sur le traitement et on a un autre diagnostic. L'avantage aussi qu'on pourrait avoir, c'est de dire devant les centres de référence, c'est de dire, ben voilà, on a suivi ça, on arrive à ce diagnostic, ça va, on peut l'accepter, on peut être d'accord pour les enfants jusqu'à 18 ans à dire que c'est un CED avec troubles cutanés, par exemple, on se met d'accord avec les centres de référence. Donc voilà, on espère qu'au moins cet outil-là sera utile au niveau international. Et puis, voilà, merci de votre attention. Le critère 1. Le critère 1. Je veux me le remettre à l'écran. Le critère 1. Ah, tu veux quoi donc? Ah, pour, voilà. Merci. Est-ce que c'est reconnu internationalement? Rome, c'était proposé, c'était non, c'est pas reconnaissant. Si. Non, ça, là, Rome, c'était déjà voilà, il y a quelques années. Donc, c'est officiel, c'est depuis le mois de janvier ou la fin de l'année, hein, je crois, c'était décembre l'année dernière. Ça fait pratiquement un an que c'est... Une petite remarque sur Belton, si tu as suivi à Toronto, ils vont le modifier, ils vont rajouter la dorsiflexion de l'orteil, ils vont rajouter la rotation du bras. Attends 2 secondes, Michel. Est-ce que tu peux prendre le micro pour que les autres t'entendent aussi? Ah, tiens, je vais faire... Ce sera quand tu mérites. Ah, voilà ce que c'était de président. Tiens, on passe le micro. Simplement, il y a une nouvelle classification qui va être sortie en rentrée 2026 et qui va être plus axée sur la description de la symptomatologie par rapport à la question actuelle qui est basée pour la recherche génétique. Et le Python semble être modifié. La piste actuellement, c'est de faire le Python actuel, de rajouter la dorsiflexion du gros orteil, de rajouter la rotation du bras à plus de 90 degrés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce diagnostic? Oui, je vous en prie. Plus fort, s'il vous plaît. Il faut le micro. Est-ce que vous... Il faut le micro. Ou alors on va... Voilà. C'était une question par rapport au volet de la fatigue chronique, qui est lancé par les médicaments. Déjà, ma première question, c'était est-ce que la fatigue chronique fait systématiquement partie du package pour un service ou pas? Et je voulais vous poser la question parce que moi, j'ai complété mes examens en passant un examen à Montdor, en l'occurrence, en médecine nucléaire, puisque j'ai été suivi par un médecin spécialisé dans le syndrome de fatigue chronique. Donc là, en l'occurrence, j'ai passé un examen qu'on appelle la PLPMN ou FPG, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, on vous injecte un produit de contraste, on arrive à voir au niveau cérébral s'il y a des trous. Donc a priori, ils arrivent à voir maintenant à l'imagerie si un patient est fatigué chronique ou pas, et je voulais savoir si cette méthode diagnostique elle est intégrée aussi dans ce que vous nous avez présenté. Voilà. Alors, là, cette fatigue chronique, là, je l'ai développée en disant que
il y avait dans ces critères ce malaise post-effort. Voilà. Et là, il y a tellement, la définition est tellement précise que je ne vois pas pourquoi on ferait des examens sophistiqués pour le prouver. D'autant que c'est dans les comorbidités, il y en a 6, et qu'il suffit d'un seul pour que ce soit positif. Néanmoins, effectivement, cette question-là, qui semble, qui est dite comme hautement spécifique, ce malaise post-effort hautement spécifique à ces syndromes de fatigue chronique et au sel. Donc, c'est important parce que c'est vécu comme tel pour les patients. C'est important au niveau de la recherche qu'on puisse... Voilà. Au niveau de l'examen clinique et du questionnement, c'est relativement simple. A priori, on n'a pas besoin de cet examen, à mon avis. Mais pour la recherche, oui, on a à comprendre et à mieux comprendre. Et du coup, pour ma question, pour la première question dans la question, est-ce que du coup, tous les CETistes ont systématiquement un syndrome de fatigue chronique? Alors, non, c'est pas une question, c'est pas un critère obligé et incontournable. Donc, il y a des gens qui sont pas trop fatigués, pas plus qu'une autre personne, et n'ont pas éventuellement ce malaise post-effort. Est-ce qu'on teste systématiquement le sommeil chez les enfants en SED ou chez les patients en SED? Et est-ce que on le fait pas il y a une plainte au niveau du sommeil? Il peut y avoir une plainte, c'est noté dans les comorbidités, dans les sous-groupes et dans la fatigue. Est-ce qu'il faut faire... alors, sur le sommeil, on va dire que non, c'est pas du tout dans les critères et obligé. Par contre, derrière toi, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans le sommeil, qui vient... Voilà, il y a Catherine Champagne qui nous a fait aussi une belle intervention, qui vient du Québec, et qui nous a fait une belle intervention sur le sommeil chez les enfants. Donc je t'invite à te mettre en rapport. Et elle est venue en plus avec deux collègues du Québec. D'autres questions sur ce? Oui. Quand on dit que les diagnostics les critères de diagnostic vont changer. Oui, pour les adultes, oui. Pour les adultes, oui. Est-ce qu'on va repartir dans la galère où qu'on a tous connu? C'est-à-dire que si on était diagnostiqué avant 2017, il a fallu refaire les diagnostics. Théoriquement, non. C'est-à-dire que lorsque les diagnostics, les critères de 2017 sont apparus, il a bien été dit et redit que les diagnostics faits avant n'ont pas à changer. Sauf que effectivement, il y a maintenant des médecins qui exigent que ce soit les nouveaux critères, etc. Donc les patients, voilà, ils ont à retrouver quelqu'un pour faire un diagnostic, voilà. Oh, voilà. Donc on espère que, de toute façon, voilà. Pour avoir écouté la conf, c'est beaucoup plus axé sur le tableau clinique. La ligne de classement sera beaucoup plus sur le tableau clinique. Donc effectivement, tous les sites qui sont actuellement, nous recommandons en rentrer dans cette classification. Il y aura simplement, ils vont garder les papiers cliniques, ils vont garder 3 ou 4 tours comme ça, mais c'est tout. Ils vont pousser sur le tableau clinique. Et quand on est diagnostiqué enfant, est-ce qu'on doit refaire les critères? L'essentiel, c'est vraiment. Non, c'est pareil, c'est-à-dire que ces critères sont apparus à un moment donné. Le diagnostic qui est fait antérieurement est un diagnostic fait antérieurement. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de refaire. Et puis, je veux dire, lorsqu'il y a une maladie qui est diagnostiquée, quand on a un traitement et que le traitement est efficace, la prise en charge est efficace, on peut se dire, je ne vois pas pourquoi ça marche bien si j'avais autre chose. Hein. Donc, administrativement, oui, administrativement, mais pourquoi administrativement nos diagnostics, ils n'ont pas à être remis en cause? Je veux dire, quand on fait un diagnostic
avec l'expérience qu'on a, avec les outils qu'on a maintenant, on coche des choses. Pourquoi notre diagnostic ne serait pas valable? C'est insultant. C'est insultant. Ça voudrait dire que, on est critiqué par les centres de référence. Oui, vous trouvez trop de CED et pas assez de HSD. Oui, c'est quoi ça? On est malhonnête ou quoi? On sait faire un examen. On a dit là que même pour le Bayton, ça pouvait être variable d'un jour à l'autre. On est conscient de ça. On prend, nous, ces goniomètres pour mesurer les angles. On dit, mais ça fait 10 degrés en plus. C'est ça. Quand eux nous donnent des résultats, il n'y a jamais la grille. C'est-à-dire, ils disent, il y a un Bayton à 5. Et alors, il est détaillé comment? Nous, quand on fait un diagnostic, on met, il y a un truc, l'auriculaire à droite, et il n'est pas à gauche. Le récurvatum, on l'a calculé, là, il y a 120, puis là, non, enfin, il y a 20 degrés ou 15 degrés à l'œil, savoir si ça fait 10 ou 15. On le mesure, ça fait 15. Là, non, il n'y est pas. Et puis on dit, à la fin, eh ben voilà, on a un Bayton à 5. Mais on le détaille. Si eux, ils disent, il y a un Bayton à 5, il n'y a pas de grille. Il y a les signes cliniques, il y en a 12. Il faut qu'il y en ait 5 des signes cliniques qui soient cochés. Et on les coche, on mesure l'envergure, et on met le résultat. Ça doit faire 1,05 pour que ce soit positif. Je mets toujours le résultat. Donc je mets 1,06 s'il est positif. Donc, on est sérieux. Claire Franco-Manon est venue dans ma consultation. On était avec Claire. Elle a validé la façon dont on examinait les gens. Ça va quoi? Ça va quoi? Pourquoi notre diagnostic il serait remis en cause? Il y a de quoi effectivement être un petit peu en colère et de se dire arrêtez les centres de référence, arrêtez de dire que nous ne sommes pas bons quoi. Qu'est-ce que ça veut dire nous ne sommes pas bons? Je veux dire, c'est pour le moins, alors c'est insultant, c'est pour le moins pas confraternel. C'est quoi notre but, nous? C'est d'aider les patients. Pourquoi on aurait des diagnostics comme ça, on voudrait que ce soit des CED et pas des HSD? Non mais c'est quoi ça? Alors, c'est parce que vous êtes nuls. Non mais Daniel, tu sais bien que si jamais il y a trop de CED, le centre de référence maladie rare n'a plus besoin d'exister. Donc voilà, la malhonnêteté, on peut se demander de quel côté il est, quoi. De quel côté elle est. Donc, il ne faut pas me lancer là-dessus. Elle a raison, je la soutiens. Voilà, nous sommes au GIR7 des médecins honnêtes. Et l'honnêteté médicale, moi non. Je veux bien ne pas être un bon médecin éventuellement, je ne sais pas. Mais sur mon honnêteté intellectuelle, non. Voilà. Intervention pour la nouvelle classification, le HSD et le CED, c'est la même chose. C'est un continuum avec il y aura 3 ou 4 particularités sous-groupes, des gens qui auront plus de vasculaire, des gens qui auront plus de dysautonomie. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, HSD, CED depuis Rome, c'est la même chose, c'est le même traitement, c'est aussi grave l'un que l'autre, ça n'aura jamais diagnostiqué. On verra quand ce sera édité. Voilà. Une dernière question, puis il y a des questions. Ah, il y a des questions là. Une dernière question rapide. D'accord, très bien. Par rapport à ce que vous venez de dire justement, la question elle était simple. En fait, quel est l'intérêt de passer par un centre de référence? Et surtout, pourquoi? Alors moi c'est mon ressenti de patient en l'occurrence, et moi je suis en colère au même titre que vous, mais je suis de l'autre côté de la barrière, parce que moi ce que je peux dire c'est que déjà ça ne fait pas plaisir d'être malade et de devoir se justifier. Et de devoir dire... La réponse... Excusez-moi, j'ai juste pas terminé, mais en gros, moi, mon ressenti, quand je suis passé à Garches, c'est plus qu'on cherchait à invalider un diagnostic qui a été posé par le professeur Amonet. Et donc, moi, j'ai essuyé personnellement en refus diagnostic à la Révasière, en centre de compétences à la Révasière, même si j'aurais mis sous le nez la biopsie électronique du KMS. Et en gros, la question, c'est systématiquement passé par le centre de référence ou pas. Le centre de référence, bon, ça dépend à quelle époque, si les diagnostics étaient avant 2017, avant 2020, puisque le PNDS a été à partir de 2020 en France, avec ces mêmes critères que les critères de New York. Donc ça dépend si
critères de New York ont été employés ou pas pour le diagnostic. Les centres de référence sont utiles. Je veux dire que pour une maladie rare, la France est exemplaire. La France est exemplaire parce qu'il y a, pour une maladie rare, des centres de référence et des centres de compétences dans toute la France. Donc, on peut être à Toulouse, à Marseille, et puis se dire « j'ai une maladie rare et je vais être pris en charge pour de vrai ». Et ça, c'est exemplaire. Et là, vous pouvez en parler au Québec, là, ça n'existe pas, ça. Sinon, ce serait royal. Ça n'existe pas. Donc, on a cette chance. Après, quand dans un centre de référence, effectivement, il faut attendre 3 ans avec un dossier comme ça, etc., là, on peut se poser des questions. C'est-à-dire, il y a un centre de référence, ça devrait marcher, mais c'est inaccessible. Et quand ils disent qu'il y a des centres de compétences dans toute la France, c'est pas vrai, quand on fait les comptes, il y en a beaucoup moins que ce qu'ils annoncent. Néanmoins, un centre de référence a une utilité, et a une utilité pour le CEL, puisque c'est là qu'on peut faire des recherches et qu'on peut faire des examens génétiques qui vont, voilà, on va reprendre toute la famille, on va prendre l'attente, etc. et tout, on va faire une véritable analyse génétique qui est leur boulot, et ils sont utiles en cela. Donc, les centres de référence sont utiles. Alors, quand la Sécu dit « moi, je ne vous accorde pas ça parce que ça n'a pas été fait dans un centre de référence », le centre de référence pourrait dire aussi et nous aider. Dire « attendez, je les connais, leurs diagnostics, ils sont bons ». Là, ça serait un petit peu plus facile pour les patients. Hein? Donc, c'est pas le cas, et donc, ça impose aux patients de dire « ah bon, moi je veux... aller faire on pourrait attaquer la caisse peut-être, hein. Il y aurait peut-être des choses juridiques en disant mais vous n'avez pas le droit de dire que mon diagnostic il n'est pas bon. Pourquoi il ne serait pas bon? Et dans le PNDS, il est bien indiqué qu'il est préférable que les diagnostics soient faits dans un centre de référence. Il serait préférable, il y a un conditionnel, et naturellement, quand il y a 3 ans d'attente, on pourrait accepter qu'il soit fait ailleurs, avec quand même 1 an d'attente, plutôt que de 3, ou un peu de chance, on pourrait accepter, voilà, pour le bien du patient. Donc, les centres de référence ont leur utilité. Une question alors, éventuellement? Oui, pour compléter sur ce que tu disais, il y a Gaëlle qui fait quelques remarques, notamment Gaëlle du Québec, toujours, hein, généticienne. Elle précise, alors déjà sur les diagnostics différentiels, elle précise qu'il y a des signes d'alerte pour les types rares de CED, par exemple des contractures, une scoliose, une dysplasie congénitale de hanche, etc. Et pour revenir par contre sur la partie diagnostic génétique, elle rajoute que les médecins généticiens dans certains pays, comme ce que tu disais, pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent faire leur diagnostic. Pour faire suite sur les questions, d'un point de vue clinique, il y a une question par rapport au score de Bayton, tu as déjà un peu répondu, mais aujourd'hui, si un score de Bayton est inférieur à 6 chez un enfant, et que tout le reste est présent. Naturellement, c'est ces cas limites qui posent problème. Donc, ce score de Bayton est un préalable, déjà pour qu'il y ait une hyperlaxité articulaire généralisée, il faut qu'il soit à 6. Alors, il faut qu'il soit à 6 pour pouvoir poser un diagnostic. Mais je l'ai dit tout à l'heure, un diagnostic peut être différent d'un jour à l'autre. C'est pas parce que le médecin a été mauvais, le médecin il a trouvé ça avec toute son honnêteté, et il y en a un autre 2 jours après qui trouve autre chose. Alors, sur le score de Bayton, limite, alors qu'on a tout le reste, ouais, on peut se poser des questions. Est-ce que le score Bayton est suffisant? C'est pour ça qu'on va chercher d'autres choses. Est-ce qu'à ce moment-là, on va voir s'il y a d'autres articulations qui sont hyper souples? On demande, est-ce qu'un enfant, il peut mettre derrière la tête? Est-ce qu'il peut mettre le pied derrière? Voilà. Et on voit qu'on a un score de Bayton limite à 1, mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'autres articulations qui sont hyper souples. Les épaules en particulier, on n'en parle jamais. Et quand il y a des luxations avec... Bon. Après, c'est le signe clinique quand on est effectivement à 1 près. On peut argumenter au niveau clinique et c'est prévu normalement. Il nous manque un point, mais
D'ailleurs, chez l'adulte, il y a après un autre questionnaire. Il nous manque un point, mais est-ce que vous avez pu dans l'enfance, etc., etc. Et là, on pourrait faire pareil, c'est-à-dire un enfant, est-ce que tu as pu mettre ton pouce sur l'avant-bras et là, tu peux plus. Et puis, pareil, est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il y a eu du sport? Est-ce que des fois, on est privé du score de Beighton parce que il y a eu un accident sur une main, sur un genou, il nous manque un point, mais non, mais j'ai été opéré du genou. Ah oui, on ne retrouve pas le récuratum. J'ai été opéré du coude. Bah oui. Donc on se pénalise d'un point, ou alors il faudrait dire, comme on n'a pas ce point-là, il n'est pas sur 9, il est sur 8. On peut raisonner comme ça. Si on a tout ce qu'il y a derrière, avec cette intime conviction de dire, non mais il y a la peau douce, il y a le machin, c'est simplement le score de Beighton à 1 de moins, allons voir ailleurs, et là on argumente.